un historien, un économiste, un démographe, deux acteurs qui, sur le plan politique ou sur le plan des partenaires sociaux, vont appréhender cette question de la décentralisation sous ses multiples facettes. Alors, je présente d'abord nos invités. Jean-Noël Jeannet, qui est historien, vous le connaissez. Il a aussi d'ailleurs assumé des responsabilités locales et nationales. Il a été conseiller régional de Franche-Comté. Vous avez été aussi secrétaire d'État à la communication auprès de Jack Lang. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages et je retiens surtout celui que vous avez publié l'an dernier, je crois, L'État blessé, qui était une réflexion personnelle sur les différentes facettes des crises de l'État. Aujourd'hui, on va y revenir bien évidemment. À côté de vous, Jean Pisani-Ferry, économiste. Vous êtes le tout nouveau commissaire général à la stratégie et à la prospective et vous avez engagé, à la demande du Premier ministre, une grande réflexion sur la France dans 10 ans. Bien évidemment, ça nous intéresse pour le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui. À côté de vous, Thierry Cadard, secrétaire national de la CFDT, il est en charge précisément de la réforme de l'État et des sujets de l'efficacité des politiques publiques dans un cadre décentralisé. À côté de vous, Hervé Lebrac, démographe, directeur de recherche de l'Institut national d'études démographiques. Il a publié récemment, je suis sûr que vous en avez entendu parler, Le mystère français avec Emmanuel Todd, et qui répondait en quelque sorte à un travail entamé 3 décennies plus tôt, L'invention de la France, qui était un livre marquant. En tout cas, pour les gens de ma génération, on s'est tous plongés avec délice dans un livre qui nous a aussi formés. À côté de vous, François de Rugy, vous êtes ici chez vous, vous êtes né et vous avez grandi à Nantes, vous êtes député Europe Écologie Les Verts et vous êtes président du groupe écologiste à l'Assemblée. On va commencer avec vous, Jean-Noël, si vous voulez bien. On sait, on a besoin de l'histoire, de l'historien. On dit souvent d'ailleurs que la République a besoin d'histoire. Et on sait que la France s'est structurée, qu'elle a grandi, qu'elle s'est créée autour de son État central. On a l'impression que malgré 30 ou 40 ans de réforme, ce particularisme français reste prégnant dans notre culture politique. Est-ce qu'on peut faire évoluer sa culture politique? Jusqu'où? Et précisément, quel est le poids de l'histoire dans toutes ces réformes dont on parle aujourd'hui? C'est un poids naturellement considérable car il y a dans le fonctionnement d'une société ce qui se passe en surface et puis l'évolution des mentalités qui est évidemment beaucoup plus lente. Je me rappelle qu'il y a quelques années, le président Alain Rousset m'avait demandé de parler en 1 heure de l'histoire des Jacobins et des Girondins. Je vois qu'en vieillissant, on doit évoluer vers une pensée plus ramassée, puisque vous me donnez 5 minutes. Voilà, je vais vous donner 5 minutes, mais aussi pour que la salle puisse s'exprimer, pas simplement avec des cycles de réformation, mais aussi avec des cycles de démocratie participative. Ce n'est pas notre précédent interlocuteur. Ce n'est pas un reproche, c'est une constatation. Je vais essayer de me plier à votre souhait en observant que, au fond, la question que vous me posez rejoint le travail de l'historiographie depuis une génération au moins, puisque nous nous intéressons de plus en plus aux représentations des réalités, persuadés que des idées fausses deviennent des faits vrais, et que la manière dont on regarde les réalités influe à son tour sur celles-ci. Alors c'est vrai que la culture française en face de la décentralisation est une culture spécifique, on le sait bien. On répète ad nauseam que nous sommes un pays centralisé, et c'est bien vrai. C'est vrai, et pour mesurer la force de cette culture, je vais d'abord rappeler un instant à quel point elle est prégnante, et puis je me permettrai d'apporter quelques nuances pour montrer que parfois on caricature les choses. Elle est prégnante, évidemment. Une des bonnes façons, c'est de regarder, par exemple, les manuels de l'enseignement secondaire sur la Troisième République ou de l'enseignement primaire. On vient de rééditer le petit Lavis, manuel d'histoire. Vous savez, celui qui portait sur la première page la formule français « Il faut aimer la France parce que la nature l'a faite belle et que seule l'histoire l'a faite grande ». Et seule l'histoire, quand on lit le petit Lavis, c'est essentiellement l'histoire d'une centralisation progressive autour de la monarchie. Et à l'aune de cette idée de base, on juge chaque événement du passé. Je ne prends qu'un exemple, la lutte contre les albigeois au début du XIIIe siècle. Dans les manuels des écoles chrétiennes, on dit qu'on avait heureusement bien fait d'écraser l'hérésie. Dans les manuels socialistes, on explique que c'était très très méchant et qu'on avait été extrêmement barbare, ce qui est vrai. Vous savez, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Et dans le petit Lavis, on disait que certes, ça avait été assez
ça va être assez sanglant, mais que l'essentiel, c'est que du même coup, toute cette partie de la France ultérieure avait été rattachée à la couronne et que ça, c'était un grand motif de satisfaction. Je crois qu'il y a là effectivement une prégnance essentielle. On pourrait suivre toute cette histoire en passant par Louis XIV, qui a accablé notre chère Franche-Comté. Je parle devant Marie-Guilde Dufay, et j'avance. Et puis naturellement, il y a la Révolution française, et les Jacobins et les Girondins. Tout cela peut être nourri par beaucoup d'exemples, avec la lutte que Tocqueville a largement développée, tant de l'Ancien Régime que des révolutionnaires, au profit de cette centralisation. Avec le mot de Mirabeau, la France pour l'heure n'est qu'un agrégat de peuples désunis, à nous de les unir autour du centre. Cela étant dit, j'ai le goût d'avoir l'attitude habituelle de l'historien. En réalité, c'est plus compliqué. Plus compliqué en 3 minutes, il en reste 3. C'est évidemment difficile à développer. Néanmoins, je crois que quand on regarde les choses de près, l'opposition Girondin-Jacobin est moins systématique qu'on l'a dit souvent dans le monde du 19e siècle. C'est vrai qu'il y a, pendant toute cette période, si on regarde la littérature par exemple, une sorte de décrit de ce qu'on appelait encore la province, jusqu'à ce que Malraux dise que c'était un mot hideux. Balzac, Stendhal, Madame de Rênal, on pourrait développer tout cela. C'est vrai. Et en même temps, un certain nombre d'éclairages permettent de penser que c'était moins simple et qu'en réalité, il y a eu beaucoup de nuances. Je pourrais le développer pour les Jacobins et les Girondins déjà. Il y a une part de hasard historique. Si les Girondins ont incarné à ce moment-là la décentralisation, la lutte contre la centralisation, c'est vrai. Mais prenez par exemple la question des langues, puisque il faut illustrer avec des exemples précis. Pendant des générations, les décentralisateurs ont expliqué que l'abbé Grégoire, dans son grand fameux rapport sur la langue française, avait été un massacreur des langues régionales. Il y aurait qu'il avait pris un titre un peu frappant qui était de l'anéantissement des patois. Et quand on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que les motifs qu'il avait pu avoir alors étaient celui du curé lorrain qui avait constaté que la différence des langues était un puissant appui à la hiérarchie sociale et au maintien des paysans en particulier dans une situation dégradée, subordonnée, puisqu'ils ne parlaient pas la langue. C'est ce motif social qui l'a d'abord inspiré. Par conséquent, les choses sont plus compliquées. Et d'ailleurs, si vous lisez le livre récent de Mona Ozouf, Composition française, la petite bretonne qui est élevée dans une école laïque, on s'aperçoit qu'elle a considéré qu'avec le recul, il y a 70 ans à peu près, en réalité, on était beaucoup plus tolérant par rapport au maintien du breton que parfois on ne le dit. Donc nuance à cet égard, nuance aussi quant à la capacité qui a été manifestée à ce moment-là de laisser, par exemple, les soldats parler leur langue. Quand on regarde les correspondances des combattants, je l'avais fait jadis en 1914-1918, on constate certes qu'ils sont nourris du petit lavis, on les retrouve dans les lettres, la centralisation, et qu'en même temps on les laisse souvent dans des groupes communs où ils peuvent parler breton ou occitan. Et puis dernier élément, tout va bien. Quand on constate, mais vous savez, les profs ont l'habitude que la sonnerie survienne et que ce qu'ils n'ont pas dit ne le diront plus jamais. Ce que je voudrais dire avant de conclure, c'est ça le grand mot pour 5 minutes. Ce que je voudrais dire, c'est que même sous la Troisième République, le jacobinisme a été beaucoup plus nuancé qu'on l'a dit souvent. Alors certes, on est très frappé par l'influence du programme de l'Action française à l'extrême droite, qui a fait de la défense nostalgique d'une pérennité des régions un élément de sa propagande, mythique d'ailleurs. Avant la Révolution française, c'était anti-Tocqueville. Avant la Révolution française, il y aurait eu une réalité, une force, une présence des régions à laquelle il faudrait revenir, certes, et cela a marqué toute réflexion sur la décentralisation en France. Et pourtant, dès qu'on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que beaucoup de bons républicains ont réfléchi de près à la nécessité de rapprocher le fonctionnement de la République des citoyens dans les régions. C'est vrai. Il est vrai que parfois, l'idée de déconcentration et l'idée de décentralisation étaient moins clairement
opposées, ou en tout cas différenciées qu'elles ne peuvent être aujourd'hui. Mais par exemple, au début du XXe siècle, on trouve un livre tout à fait intéressant du socialiste Paul Boncourt, plaidant avec d'autres collègues pour une décentralisation. Et on trouve Clémenceau, dans son dernier grand discours public, à Strasbourg, en 1919, plaidant pour un rapprochement de l'administration et des pouvoirs politiques des citoyens qu'il conserve. Par conséquent, quand Malraux a parlé de la fin du mot hideux de province, et quand Charles de Gaulle a expliqué que l'effort multiséculaire de centralisation pouvait atteindre son terme, on était à Lyon en 1968, il n'introduit pas tout à coup un bouleversement fondamental, mais ils vont chercher en profondeur des mouvements qui ont été beaucoup moins marqués, beaucoup moins caricaturaux qu'on l'a dit souvent. L'histoire, par conséquent, laisse pleine place à l'action et à la liberté dans un domaine qui nous est cher. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour cette introduction. Et donc, continue, qui montre finalement qu'il y a une plasticité, la culture est vivante, et qu'il y a une vraie plasticité de la culture française, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et plasticité, oui, c'est vrai, si vous résumez mes 5 minutes, j'aurais pu m'en tenir au mot plasticité.